Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 32e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé L'adieu au père a été diffusé le 15 mai 2021 et conclut le terrible combat entre Dai et Baran transformés en dragonien. Il adapte les événements du chapitre 111 jusqu'à la moitié du 114 du manga et conclut l'arc destin qui se terminait avec le tome 12. Pour cet épisode 32, nous retrouvons Yuta Tanaka pour sa 4ème participation dans la série. Même si ce n'est pas aussi bien réalisé que l'épisode 19, il a su rythmer efficacement le climax de cet affrontement. Cependant, cet épisode comporte quelques scènes en 3D, ce qui pourrait refroidir les amoureux d'animation traditionnelle. La direction de l'animation, quant à elle, est assurée par Yoshiyuki Ichikawa qui signe sa 3ème participation. Il avait d'ailleurs accompagné Tanaka lors de l'épisode 25. Kozue Komatsu revient pour superviser l'animation comme sur tous les épisodes au nombre pair. Comme à son habitude, elle semble délaisser les corrections de ce pauvre Crocodile, ce qui est un peu dommage. Il est à présent temps d'analyser ce 32e épisode qui conclut un arc fondamental dans le scénario de Dai no Daiboken. Est-ce que le résultat sera à la hauteur du précédent, qui s'installe déjà comme étant l'un des meilleurs de la série? C'est ce que nous allons découvrir ensemble au cours de cette analyse. Allez, c'est parti. Dragonicola! L'épisode commence tandis que Dai tente désespérément d'éviter les coups d'épée de Baran. Le travail sur les expressions est très convaincant dans ce cru 2020. Dans le manga, notre héros avait un regard assez innocent quand il esquivait, ce qui pouvait contraster avec la tension du combat. L'utilisation de l'aura de Dai nous fera évidemment penser à une confrontation dans Dragon Ball Z, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Après avoir vu Pop mourir et ne voulant pas rester aux commentaires, Yunkel demande à Crocodile de le projeter dans les airs. Nous pouvons noter que sa pose est légèrement différente du manga dans lequel il semblait recroquevillé, tandis qu'ici il pose fièrement pour la caméra. Une partie des répliques du dialogue de notre beau gosse préféré ont été supprimées. Ainsi, dans l'œuvre originale, le guerrier immortel avait conscience que Baran allait utiliser Raiden contre lui. Et oui, tout comme son armure à l'épée maléfique, l'armure de Lararte ne peut pas repousser les attaques électriques. Mais si c'est le cas, pourquoi Pop et Dai se sont embêtés à créer une brèche lorsqu'ils l'ont affronté? Ça fait réfléchir. Des plans ont été rajoutés par rapport au manga pour insister sur la difficulté qu'a notre héros à combattre sans armes. Tout comme dans l'épisode précédent, de nombreux échanges de coups inédits ont été ajoutés, notamment avec un coup de pied violent de Baran qui semble très douloureux pour Dai. Le pauvre garçon est à la merci de son adversaire et se fait de nouveau entailler l'épaule. En plus d'une bonne animation, aucune censure n'a été appliquée. Le sang est libre de gicler comme il le souhaite. Thierry Yunkel profite de ce moment pour s'élancer avec l'aide de Jean-Mimi, le roi des carnassiers. La mise en scène est dynamique et fidèle aux planches d'origine. Mais comme il l'avait pressenti, le vétéran du terrain Baran utilise un Raiden contre lui. C'est terrible. Et oui mon cher BJ, à ce sujet dans le manga on pouvait mieux voir les effets du sort de Baran sur Thierry Yunkel, que cela soit quand il se le prenait de plein fouet ou quand il retombait avec des effets de brûlure appuyés. Cette offensive du FC Draconien se retrouve donc légèrement atténuée dans cette adaptation. À vous les studios. Merci mon cher Christian Deltras. En revanche, la réaction de surprise de Dai lorsqu'il reçoit l'épée a été bien adaptée, en nous proposant d'ailleurs un plan héroïque bien plus efficace que dans la planche d'origine. La stratégie du beau gosse intellectuel a réussi puisque Dai, l'attaquant pointe, peut enfin contrer les attaques de Baran. Cependant, comme le guerrier immortel l'indique, son épée ne pourra pas faire jeu égal longtemps. Dai doit absolument aller droit au but. Il m'a envoyé une décharge électronique. Bon, redevenons plus sérieux. Après avoir reçu cette décharge électronique, Yunkel était bien plus mal en point dans le manga. Il restait allongé avec un visage crispé et les effets de l'attaque de Baran étaient bien plus visibles. Le draconien semble vouloir en finir et prépare un Giga Break avec un plan de toute beauté mettant en valeur ses ailes. La planche de base était plus anecdotique lors de la préparation de cette attaque et un bon travail a été réalisé pour présenter le corps transformé de Baran. Même si la pose iconique de cette attaque a bien été conservée, les plus observateurs pourront s'apercevoir que Baran penche son épée de l'autre côté. En plus de l'épée de Yunkel, Dai a également hérité de son intelligence. Il comprend tout de suite que l'attaque de Baran ne sera pas complète, étant donné que celui-ci a utilisé Raiden et non pas Giga Bane. D'ailleurs, l'attaque Giga Break vient directement de la magie
Giga-Dane. C'est un peu bizarre que dans la version française ils ont gardé le nom original de cette technique de Baran, alors que la magie s'appelle Méga Foudre. Enfin bref, revenons à nos moutons, à nos dragons. Le jeune héros utilise à son tour Raiden, le plan a été légèrement changé. Ici Dai lève son épée vers le ciel tandis que dans le manga, il ne faisait que tendre son bras vers l'avant. Le thème Dragon Knight débute, tandis que notre héros prépare son avance trash. La planche d'origine et l'inclinaison particulière de son bras à ce moment-là ont été reprises avec un dessin magnifique. D'ailleurs, ils ont même mis un plan mettant en valeur son pendentif quand il évoque la technique de Maître Avan. L'effet du Raiden sur l'épée maléfique est superbe et on peut constater que dans cette adaptation, le regard de Baran est différent et il semble moins impressionné que dans le manga. La mise en scène est très réussie et l'intonation des phrases prononcées par Hatsumi Tanizaki donne un gain de confiance graduel à Dai. Toutefois, quand le chevalier dragon charge son coup, un plan de dos a été choisi, là où dans la planche d'origine, Dai était présenté avec toute sa détermination. Ce passage n'a sûrement pas été adapté au plan près afin d'éviter les répétitions avec les dessins de l'épisode précédent. La confrontation prend son envol en même temps que la musique, avec des enchaînements entre animation traditionnelle et 3D cel shading. Ce rendu fera sans doute grincer les dents de quelques spectateurs, toutefois à l'origine ce passage ne prenait qu'une seule page, et force est de constater que beaucoup de travail a été réalisé pour enrichir le combat. Ainsi la partie dans la forêt est complètement inédite, la confrontation est brutale et dynamique avec des plans vraiment superbes de Dai qui donnent vraiment tout ce qu'il a. Cet échange aérien se poursuit en flèches de lumière animées en flash, un classique du shonen. Pendant ce temps, Pop semble errer dans l'autre monde. Les premières réflexions du magicien ne sont pas présentées dans le manga. Dans cette adaptation, il repense à son méganté et se demande où se trouve Baran. La suite reprend la trame originale, dans laquelle Gome-chan intervient mystérieusement et se trouve doté de la parole. C'est d'ailleurs la première fois que nous pouvons entendre sa seiyuu Ai Furuhata prononcer des vraies phrases et elle est très convaincante dans le rôle. Pop s'en amuse mais reste incapable d'arrêter d'avancer vers l'au-delà. Gome lui dit qu'il agit comme un lâche, ce qui va piquer au vif le jeune mage dans sa progression. Lui, un lâche alors qu'il vient de donner sa vie pour ses amis? De retour dans le feu de l'action, Baran profite de l'inexpérience de Dai qui fond sur lui tête baissée pour lui transpercer le bras avec son rayon draconique. La mise en scène est excellente avec une déformation du visage du draconien quand il effectue son attaque ainsi qu'une magnifique impact frame pour ponctuer son assaut. La perforation a été appuyée par un changement colorimétrique du plus bel effet. Dans le manga, c'était déjà très efficace, notamment avec un travail exceptionnel sur le regard de Baran lors de sa charge. L'épisode réussit à sublimer cette scène en la rendant encore plus importante. Baran est alors présenté en contre-jour, tel un adversaire invincible avec lequel il est impossible de rivaliser. Il fonce sur Dai avec un dynamisme hors du commun lors d'une scène inédite réalisée par l'animateur Sanda. Le dynamisme du coup de pied de Dai est incroyable, avec un travail de rotation de caméra vraiment remarquable. Bravo, Gome-chan. Le combat s'intensifie avec encore plus de nouvelles scènes. Un petit passage en 3D, puis une attaque monstrueuse de Baran qui crée un cratère avec le corps de Dai. Nous pouvons apercevoir un effet de souffle assez intéressant qui donne une dimension dantesque au combat. Et enfin, Baran fonce sur Dai lors d'un plan apocalyptique magnifique. Dans le manga, ils étaient encore en l'air à ce moment-là. C'est à partir de cet assaut final que la trame de l'intrigue reprend celle du manga. La créativité de l'équipe en charge de cet épisode pour nous offrir des scènes inédites a vraiment été très fertile, et nous leur tirons nos chapeaux pour ce travail de grande qualité. En plus de ça, ils ont réussi à donner une dynamique très intéressante entre les scènes de combat et celles de Pop. La tension est à son comble, les émotions sont là, la musique s'intensifie. Et alors que tout semblait fini pour Dai, le jeune mage refuse de laisser tomber son ami. Son corps jusque-là inerte réussit à lancer un sort sur Baran. Ce passage pourrait rappeler l'assaut de Vegeta lors du climax du combat entre Gohan et Cell dans le tome 35 de Dragon Ball. Néanmoins, cette scène dans le manga de Dai no Daiboken était parue avant celle de l'œuvre d'Akira Toriyama. Le draconien est perturbé par cette attaque et Dai se lance dans un assaut décisif. La musique accompagne divinement ce passage qui débute avec un plan superbe.
La vitesse incroyable de notre héros est très bien retranscrite. Et vous pourrez d'ailleurs vous amuser à faire des arrêts sur image pour constater qu'il rebondit de débris en débris pour se retrouver devant Baran. Une partie de cette séquence est réalisée en 3D, ce qui apporte un dynamisme intéressant, mais un peu entaché par les gros plans du visage de Dai. Ceci dit, l'animation traditionnelle reprend le dessus et nous gratifie d'un avant-strash magnifique. L'animateur en charge de ce climax, Yasutoshi Iwasaki, s'est permis de rajouter une aura en forme de dragon sur notre héros durant son attaque. Force est de constater que c'est du plus bel effet, et des ajouts du même style, on en redemande. De même, la confrontation entre les deux épées sont plus longues et plus appuyées ici par rapport au manga. En particulier les séquences sur les visages des deux adversaires. Il en résulte un final très satisfaisant. Victoire totale de Dai sur Baran, qui se fait perforer le torse. Et chose assez rare, le déluge d'hémoglobine est bien plus important dans cette adaptation que dans le manga. Le combat se conclut sur une explosion encore plus chaotique qu'elle l'était à l'origine. A partir de là, le soleil commence à se coucher, pour donner une teinte crépusculaire à la scène. La colorimétrie est très réussie. Dai reprend difficilement ses esprits tandis que Merle l'aide à se relever. Dans le manga, les arrière-plans à ce moment étaient assez minimalistes, voire inexistants. Ici, les plans nous permettent de mieux voir l'effet du combat sur l'environnement, en particulier l'aspect complètement dévasté du château de Terran. On pourra également apprécier que le trou dans l'épaule de Dai est toujours présent. L'épée de Yunkel se transforme en poussière, et ne pourra malheureusement plus être restaurée. Je m'en fous, j'ai une lance gratuite. Pop de son côté n'a pas pu être restauré par la princesse Leona. L'équipe ne comprend pas, après tout son corps a bougé. La musique mélancolique permet d'accompagner la culpabilité de la jeune fille qui a été incapable de ressusciter le mage de l'équipe. Après, on ne peut pas trop lui en vouloir, c'est la cruauté du sort Zao Lalu. Un joueur de Dragon Quest comprendra ce sentiment. Le manga présentait Leona avec un fond noir alors qu'elle annonçait son échec. Dans cette adaptation, elle semble bien plus éloignée de ses compagnons, probablement pour accompagner l'isolement de son cœur à ce moment-là. Dai crie alors le nom de son ami, dont il comprend que la mort est bel et bien définitive. Alors qu'ils ont à peine le temps de faire leur deuil, Baran débarque de nouveau et semble sévèrement amoché. Sa pose et son regard sont fidèles aux planches d'origine. Le chevalier dragon a bien conscience que personne ici présent n'a la force de continuer le combat, lui y compris. Il réalise alors une introspection et est saisi par l'ironie de la situation. Les trois pouvoirs accordés au chevalier dragon, c'est le cœur des humains qu'il a rejeté durant la bataille et qu'il pensait insignifiant qui vient de le battre à plate couture. Dans le manga, ce passage était réalisé avec des fonds noirs et gris. Ici, la colorimétrie change afin de mettre en valeur ses pensées. Il serre alors son poing et fait s'écouler sur le corps de Pop une goutte de son sang. Celui-ci semble avoir une lueur particulière. Dans les pages du manga, il était représenté en blanc pour appuyer sa nature exceptionnelle. Baran accepte que Dai continue de se battre pour ses convictions, et bien qu'il rétorque à Crocodile qu'il ne retournera pas dans l'armée du mal, il n'a pas oublié pour autant son projet de génocide de l'humanité. Une future confrontation semble donc inévitable, ce que Dai trouve absurde. Tandis que le guerrier moustachu s'en va vers le soleil couchant, une des mains de Pop se met à bouger. Dans cette adaptation, Leona vérifie tout de suite le pouls de Pop en collant son oreille contre sa poitrine. C'est un très bon point de l'anime qui rajoute de la cohérence. La princesse s'assure de l'impensable, Baran vient de ressusciter Pop avec son sang. Dans certaines mythologies, le sang de dragon possède des propriétés magiques et thérapeutiques, comme guérir les blessures ou voir l'avenir par exemple. Baran précise que c'est la dernière fois qu'il fera un geste pour son ennemi, et pour la première fois, il appelle son fils par le nom qui le rattache au monde des humains, Dai. Évidemment, Yunkel et son gros cerveau sont les seuls à comprendre que Baran a retrouvé son cœur humain et qu'il souhaite être vaincu par son fils pour racheter ses crimes. Les planches de Dai observant son père partir ont bien été adaptées, mais dans le manga, un texte narratif accompagnait ces cases. Un jour viendrait où Dai et Baran se reverraient. Tout le monde était conscient du lourd destin qui les unissait tous les deux. Mais Dai, lui, regardait la silhouette de son père qui s'éloignait. Et en pensant qu'il venait de donner ses dernières forces à Pop, Dai commençait à sentir comme de la chaleur au fond de son cœur. C'est sur cette scène que le tome 12 se terminait.
en marquant un tournant décisif dans les aventures de notre héros. A noter que dans la page d'origine, il y avait une case montrant Miss Vern et Kilvern ayant observé la scène au loin. Cela a été supprimé ici probablement pour garder un meilleur rythme et une émotion mieux maîtrisée. Cependant, Kilvern annonçait de vive voix quelque chose d'excitant. Il disait que ce serait bientôt leur tour d'entrer en scène. C'est donc là une manière de lancer la hype sur les prochains chapitres. Nous retournons donc du côté du QG ennemi en compagnie d'Adlar qui a assisté au combat. Dans le manga, l'écaille faisait un rapport sur la conclusion du combat au roi du mal qui réfléchissait dans sa tête. Ici, les plans sont repris différemment, mais ses réflexions de panique sur son avenir sont toujours présentes. C'est la pire situation qui pouvait arriver. Baran est resté en vie et la puissance de Dai s'est éveillée. Le faciès du roi du mal est magnifique et présente très bien la terreur qui l'empare. Ce qui n'est pas étonnant étant donné qu'il est convoqué par Vern pour répondre de son incompétence. Le décor met encore une fois très bien en valeur la salle du trône en adaptant fidèlement la planche d'origine. Nous pouvons également apprécier un plan de Kilvern de toute beauté. Tapis derrière son rideau, Vern décrit à quel point la situation est devenue catastrophique. Il a eu beaucoup de mal à convaincre Baran de travailler au sein de ses armées. Le travail sur le visage d'Adlar est remarquable, tandis que le dieu du mal lui énumère ses nombreux échecs. L'ambiance est excellente, notamment par l'intermédiaire d'une musique sinistre et oppressante. Bien que Vern reste tranquillement assis, Adlar tremble de tout son être. Il semble être l'équivalent d'une poussière par rapport à son maître. L'énumération calme et froide des erreurs d'Adlar est posée en faisant appel à des flashbacks comme dans le manga. Les meilleurs moments de bravoure de nos héros, mais un véritable cauchemar pour le roi du mal. En temps normal, il n'aurait plus le droit à la vie, mais ayant réussi à vaincre le héros Avan, Vern lui offre une ultime chance. L'épisode s'arrête tandis qu'Adlar quitte la salle du trône, et n'a plus d'autre choix que de mettre sa vie en jeu face aux disciples d'Avan. Mais comment va-t-il s'y prendre alors que la puissance de Dai est à présent au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer ? La conclusion du combat opposant Dai à Baran était très attendue après l'incroyable épisode 31. Sans atteindre le même niveau de qualité, ce 32e épisode nous a offert de très bons moments, notamment avec de nombreuses scènes de combat inédites. L'esthétisme de certaines, à l'image de la création d'un immense cratère lors de l'assaut final de Baran, montre à quel point l'équipe s'est investie pour conclure cette confrontation. De plus, les échanges aériens feront forcément plaisir aux amateurs de Dragon Ball, qui seront probablement comblés par la direction que prennent les combats. Comme d'habitude, l'utilisation de la 3D fera débat et ne mettra pas tout le monde d'accord. Pour rester homogène, l'avant-strage de Dai aurait peut-être dû être intégralement réalisé en animation traditionnelle, c'est un peu dommage. Bien que nous les ayons pas tous listés durant notre review, cet épisode dispose tout de même de plans moins réussis, mais reste suffisamment anecdotique pour ne pas choquer le spectateur. Nous pouvons également noter que l'épisode n'a pas du tout été censuré. Le sang a coulé à flot et c'était fidèle aux planches d'origine. Les scènes de bataille entrecoupées du dialogue entre Pop et Gomechan créent une tension dramatique excellente. Le tout est magnifiquement rythmé par la bande-son de Yuki Hayashi qui nous accompagne jusqu'au climax. La scène finale de l'épisode est également très convaincante et nous illustre la force tranquille du dieu du mal. Cette 32e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre serveur Discord dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples, et à la semaine prochaine.